Bonjour à tous et à tous. Merci d'être venus en si grand nombre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons un atelier sur la gestion financière. Êtes-vous un bon modèle pour vos enfants? Comme la présentation se veut interactive, vous pouvez à tout moment lever la main et poser des questions ou dire des commentaires. Il n'y a pas de problème avec ça, là, ça va me faire plaisir de vous accorder la parole si vous levez la main, bien sûr, pour faire ça dans l'ordre. Moi, mon nom est Guillaume Michaud. En fait, moi, je suis comptable professionnel agréé, c'est-à-dire un CPA. Si vous avez besoin de la formation du PowerPoint, je vais vous le remettre à la fin de cette présentation. Et également, il y aura un document, d'autres pages que je vais vous fournir à la fin de cette présentation. Alors aujourd'hui, au programme, il y aura plusieurs items que nous allons voir. Tout d'abord, il y aura le but et les difficultés. Donc le but, c'est la raison pour laquelle on veut que notre enfant ait une bonne connaissance des questions financières. Les difficultés, c'est les difficultés qu'on va avoir lors de l'apprentissage à notre enfant de la gestion financière, donc les problèmes qu'on va avoir dans ça. On va également voir c'est quoi les caractéristiques d'un bon modèle de parent pour donner des cours de gestion financière à votre enfant. On va voir également les 10 bonnes habitudes de gestion financière qu'il faudrait adopter lorsqu'on veut être un bon modèle pour notre enfant. On va voir comment se fixer des objectifs financiers. Donc, on va voir les objectifs SMART. On va voir ce que ça veut dire. Donc, je vous réserve ça pour plus tard durant la présentation, l'acronyme SMART. Ensuite de ça, on va voir les ressources que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous aider lorsque vous enseignez à votre enfant. Et bien sûr, à la fin, il y aura une période de questions pour les gens qui n'auraient pas su trouver réponse durant l'explication ou si vous n'avez pas voulu lever la main, il n'y aura pas de problème à la fin. Là, je vais répondre à toutes vos questions. Sinon, il faut savoir que je comprends qu'il est difficile de pouvoir enseigner à nos enfants, surtout que si on n'est pas à l'aise nous-mêmes avec ce qui est attrait à la gestion financière, on peut trouver ça très ardu d'enseigner aux enfants. Je pourrais vous donner l'exemple d'Hélène. Hélène, elle a une fille, puis sa fille, c'est l'amie de ma fille à moi. Puis Hélène, elle, c'est une accro de magasinage. Elle adore aller magasiner, elle s'achète des choses pour elle, elle achète des choses pour la maison, elle achète des choses pour sa fille. Bref, elle adore le magasinage. La fin de semaine dernière, ma fille et la fille d'Hélène sont venues chez moi, puis on est allé au magasin. Alors, en allant en chemin au magasin, la fille d'Hélène a dit qu'elle avait très hâte d'arriver au magasin parce que l'argent lui brûlait les mains. Quand elle m'a dit que l'argent lui brûlait les mains, je me suis demandé comment elle peut apprendre cette expression-là. Tu sais, pour moi, c'est vraiment pas nécessairement un bon modèle à montrer à notre enfant de dépenser, dépenser, dépenser. C'est plus important de montrer à notre enfant des bonnes bases, c'est-à-dire l'économie, l'investissement, puis l'épargne, lui montrer des concepts et des fondements de base qui vont venir l'aider. À l'opposé d'Hélène, on a des parents qui ont décidé de faire un site qui s'appelle Écoage. Écoage, en fait, ce que c'est un programme qui permet, on donne, mettons c'est la fête de votre enfant, vous voulez donner un montant d'argent X. Vous allez sur ce site-là, vous allez dire, bon, bien, pour la fête de Raphaël, je donne 20 $. Il va avoir une partie du 20 $ qui va aller à Raphaël pour lui acheter un beau cadeau. Donc, tout le monde se met en commun pour mettre l'argent sur le site Écoage pour le cadeau à Raphaël.
il va avoir 50 de l'argent qui va aller pour acheter un cadeau à Raphaël, puis l'autre 50 va être investi dans une œuvre de charité. Donc, Raphaël va choisir l'œuvre de charité qu'il préfère et l'argent sera ensuite remis à cette œuvre. Alors, vous voyez, on a deux opposés. On peut avoir Hélène, qui est une mère qui ne démontre pas des bonnes habitudes de gestion financière à son enfant. Ou on peut avoir des mères qui, eux, créent un site Internet pour venir démontrer aux enfants que l'épargne est importante, mais également que le partage, c'est quelque chose qui vient nous unir tous ensemble et qui est important de faire également. Alors, comme je vous mentionnais tout à l'heure, nous allons voir le but de la bonne gestion financière, ou plutôt le but de comment enseigner à nos enfants à la bonne gestion financière, donc être un modèle pour eux. Je peux comprendre qu'en tant que parent, on peut avoir des difficultés lorsqu'on veut enseigner à notre enfant, mais il faut comprendre que c'est important de le faire. Donc, c'est important de bien démontrer à nos enfants les bases de la gestion financière, parce que si on ne le fait pas, plus tard, on va peut-être avoir à en payer le prix en tant que parent ou tuteur de nos enfants. Prenons l'exemple, si plus tard, vous n'avez pas montré les bonnes bases à votre enfant de la gestion financière, vous n'avez pas été un bon modèle pour lui, peut-être que plus tard, il va être dans le pétrin, peut-être qu'il va avoir besoin d'argent, qu'il va avoir des dettes qu'il ne sera pas capable de payer, puis ça va être à vous, en tant que parent, de l'aider. Donc, peut-être que lorsque vous allez atteindre votre retraite, donc le moment où ce que vous attendiez de pouvoir bien passer du temps en conjoint, bien, vous allez devoir débourser de l'argent que vous avez durement économisé pour venir aider votre enfant. Est-ce que c'est une situation qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait plus tard devoir débourser l'argent qu'il a durement économisé durant toute sa vie pour sortir du pétrin son enfant, qu'on aurait pu lui apprendre tout simplement des bases qui le guideraient dans la vie, qui l'empêcheraient de se mettre dans le pétrin? Parce que je ne sais pas ici dans la salle s'il y en a qui ont déjà eu des problèmes financiers, mais je peux vous dire que ça devient vraiment complexe. Quand vous avez un problème financier, là, ça vient toucher tous les aspects de votre vie et ça vient vraiment nuire à la vie personnelle et sociale parce qu'on est stressé, on ne file pas bien, on ne sait pas comment on va faire pour arriver à la fin du mois, il faut payer la nourriture et ainsi de suite. Donc là, on a comme une boule qui est une boule de stress, puis c'est vraiment nuisif. Alors, c'est pour ça que c'est important, vraiment très important, d'être un bon modèle pour nos enfants, pour que plus tard, ils soient eux-mêmes des modèles dans la société de gestionnaires financiers. Voyons maintenant les différentes difficultés qui peuvent arriver lorsqu'on veut montrer à notre enfant à être un bon modèle pour lui. Alors, avant de présenter lorsque vous allez présenter cette diapositive, demandez aux gens dans la salle quelques questions. Demandez-leur qui, dans la salle, a déjà parlé d'argent avec leur enfant. Demandez-leur à quel moment ils se sont rendus compte que leur enfant était intéressé par les questions financières. Demandez-leur à quel âge que vos enfants ont commencé à parler d'argent. Et demandez-leur s'ils ont des trucs ou des astuces par rapport à l'enseignement à leurs enfants et s'ils ont eu des embûches qui les ont empêchés de pouvoir bien enseigner les notions financières à leurs enfants. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite qui a démontré que 78% des parents qui ont enseigné des notions financières à leurs enfants considèrent qu'il y a eu 2 tiers de ces 78%-là qui n'ont pas réussi à enseigner les bonnes notions financières à leurs enfants. Donc, c'est quand même une grande majorité des gens qui ont essayé qui croient avoir échoué. Donc, pourquoi les gens considèrent que c'est si difficile d'enseigner les notions financières? Bien, tout d'abord, les parents croient que leurs enfants sont trop jeunes, qu'ils ne sont pas intéressés,
ou qui n'ont pas les connaissances pour pouvoir comprendre ce qu'est les notions financières qui sont adéquates. Mais il faut d'abord enlever un... Il faut déjà leur répondre à une question qui est très, très importante. Il y a certains parents qui me demandent, mon enfant est rendu adolescent. Est-ce que c'est trop tard pour lui enseigner les bonnes notions financières? Bien, cassez-vous pas la tête avec ça. Vous pouvez enseigner des bonnes notions financières à vos enfants à partir de n'importe quel âge. Qu'il ait 6 ans ou qu'il ait 18 ans, ça va être les mêmes notions de base. La seule et unique différence, c'est que c'est important de l'enseigner aux plus jeunes le plus rapidement possible parce que si votre enfant a 6 ans puis qu'il fait une erreur avec son argent, est-ce que ça va être important selon vous? Est-ce que ça va avoir des conséquences graves pour notre enfant? La réponse est simple, là, ça va être non. Parce que s'il se trompe, il va avoir acheté trop de bonbons au dépanneur. Là. On comprend que dans les faits, notre enfant, on va lui apprendre des choses, mais s'il fait des erreurs, bien, il va apprendre de ses erreurs. Tandis que si vous apprenez les notions financières à votre enfant qui est rendu à 18 ans, disons votre enfant prend une carte de crédit, puis qu'il se met à dépenser avec la carte de crédit parce qu'il se dit « Ah, bien, j'ai le droit de dépenser, ma carte de crédit a un solde de 5 000 $, donc je peux aller jusqu'à ce seuil-là. » Mais, dans les faits, quand il va arriver aux 5 000 $, puis que là, il va se rendre compte qu'il faut qu'il rembourse le 5 000 $, puis là, il va avoir de la difficulté à rembourser, payer son loyer, payer sa nourriture, là, les conséquences peuvent être très graves. C'est pour ça qu'on parle qu'il faut l'enseigner aux plus jeunes le plus rapidement possible, parce que les conséquences ne sont pas graves lorsque nos enfants sont jeunes, mais ils peuvent le devenir lorsque nos enfants vieillissent. Alors, voilà. Alors, à votre avis, quel exemple donnez-vous à vos enfants par rapport à la bonne gestion financière? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous achetez souvent à crédit? C'est-à-dire que vous achetez, mettons, un divan pour 5 000 $, puis vous l'achetez à crédit, puis vous dites « Ah, je vais le payer plus tard, c'est pas grave, c'est juste 20 $ par semaine pendant 180 versements. » Regardez, les enfants apprennent en regardant. Donc, les enfants vont répéter ce que vous faites, ce que vous dites. Alors, il faut savoir qu'il faut agir avec prudence et discernement lorsqu'on montre des choses à nos enfants puis lorsqu'on leur apprend des questions de gestion financière. J'aimerais ici que vous me dites, avec main levée, là, qui parmi vous, ici, parle plus facilement de sexualité avec votre enfant que de questions financières? Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beaucoup plus facile de parler de sujets comme la sexualité ou d'autres sujets que de parler d'argent. L'argent, ça ne doit pas être un tabou dans une famille. On doit pouvoir parler librement des questions financières avec nos enfants. Par contre, il faut comprendre qu'il faut répondre aux questions en fonction de la maturité de nos enfants. On ne répondra pas de la même façon à un enfant de 6 ans qu'on va répondre à un enfant de 18 ans. On comprend qu'il y a certaines notions de confidentialité qu'on ne veut pas que tout le monde sache. Par exemple, votre enfant pourrait vous demander « Papa, combien tu gagnes dans la vie? » C'est une question qui est louable. Votre enfant peut vous poser la question, mais il faut savoir que votre enfant, s'il est très jeune, c'est possible qu'il mentionne ce que vous lui avez dit à ses amis et à d'autres personnes, donc la confidentialité, elle ne restera pas. Alors, répondez à vos enfants de façon honnête, mais en fonction de l'information que vous voulez qu'il ait. Ensuite de ça, comme je disais, il ne faut pas que ce soit un tabou. Donc, vous pouvez dire à votre famille la situation financière dans laquelle vous êtes. Tantôt, je vous parlais d'un sondage qui a été effectué. Bien, le sondage mentionne également que les enfants dans une famille savent si la gestion financière est bonne dans leur famille ou si la gestion financière est déficiente, juste en regardant la manière que leurs parents vivent. Donc,
faites pas de cachette à vos enfants. De toute façon, ils vont s'en apercevoir par eux autres mêmes si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, si vous êtes endetté ou si vous n'êtes pas endetté. Il faut juste que vous soyez quelqu'un qui utilise, comme je disais tout à l'heure, un bon discernement pour être un bon modèle envers vos enfants. Donc, apprenez-les à faire de l'épargne parce que quand on gagne de l'argent, il y a 4 choses qu'on peut faire. On peut l'économiser, la dépenser, la partager ou l'investir. Il faut que vous appreniez ces 4 choses-là à vos enfants. Donc, il faut leur apprendre que lorsqu'on veut acheter quelque chose, il faut dépenser avec prudence. Donc, exemple, on parlait tantôt d'un divan de 5 000 $. Si la famille sait que, bon, le divan qu'on a, il commence à être usagé, on veut acheter un nouveau divan, bien, il faut le prévoir d'avance, puis on va économiser pendant une période donnée pour arriver avec un montant d'argent suffisant pour pas qu'on ait une dette très importante à payer puis qui vienne nuire à notre situation financière. Puis de cette manière-là, on va démontrer à notre enfant également que l'argent ne pousse pas dans les arbres. On ne peut pas avoir tout dans la vie sans faire des efforts. Donc, si on veut acheter quelque chose, il faut faire un effort d'épargne. Donc, ça, c'est une très bonne façon de montrer à son enfant à bien gérer financièrement. Ensuite de ça, il faudrait que vous ne restiez pas les factures traînées partout dans la maison sans jamais ouvrir les enveloppes et tout ça. Il faut que vous payiez vos factures à temps, puis que vous en parliez à vos enfants. Vous pouvez leur montrer les factures, vous pouvez leur dire, regardez, vivre, ça coûte ça, 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 ça. Puis là, ils vont avoir une meilleure notion que la vie, ça coûte quelque chose et qu'il faut épargner pour pouvoir payer toutes ces choses-là. Il faut également être quelqu'un qui tient ses dossiers en ordre. Donc, exemple, vous avez un classeur. Dans votre classeur, vous avez vos factures d'Hydro-Québec, vos factures de Vidéotron, vos factures pour toutes les choses, c'est classé, c'est à l'ordre. Puis là, vos enfants vont voir que vous êtes quelqu'un qui est consciencieux et qui gère bien ses finances. Et comme ça, votre enfant va vous prendre comme modèle. Alors, j'aimerais que, suite à cette diapositive, vous allez prendre la feuille qui s'appelle « Évaluation de mon comportement ». Vous allez la distribuer aux gens dans la salle. Ils vont prendre 5 minutes pour répondre aux questions. À la suite de la réponse aux questions, vous allez discuter avec les parents de leurs réponses pour voir justement s'ils sont des bons modèles de gestion financière pour leurs enfants. Alors ensuite, vous pourrez discuter avec les gens des résultats pour voir comment ça en est. Alors, il y a 10 bonnes habitudes de gestion financière qu'il faudrait que vous adoptiez pour que vous soyez un bon modèle de gestion financière auprès de vos enfants. Premièrement, il faut connaître sa situation financière personnelle. Tenez à jour vos dossiers pour voir justement où vous en êtes financièrement. Est-ce que vous avez des dettes de 50 000 $? Est-ce que vous avez des épargnes de 100 000 $? Comment que ça fonctionne? Essayez de penser à regarder votre situation à vous, mais également la situation de votre conjointe si vous en avez une. Mixez les deux ensemble pour voir où vous en êtes, pour pouvoir justement vous préparer pour le futur. Il faut également que vous viviez selon vos moyens. Qu'est-ce que c'est de vivre selon ses moyens? Eh bien, il faut comprendre que si j'ai un salaire de, disons, 40 000 $ par année, je ne peux pas dépenser 60 000 $ par année. OK? Il faut dépenser en fonction de l'argent qu'on gagne et de l'argent qui nous reste après avoir payé nos besoins de base. Parce que notre salaire, on va avoir une grande partie qui va nous servir à payer le logement. Ensuite, on va avoir à payer le transport, la nourriture. Il faut nous habiller. Puis, après avoir payé tout ça, il faut également épargner puis investir pour notre retraite. Donc, après toutes ces dépenses-là, s'il vous reste encore de l'argent, là, vous pourrez la dépenser comme bon vous semble. C'est ça qu'on appelle vivre selon ses moyens. C'est dépenser en fonction de ce qu'on gagne et non pas en fonction de ce qu'on aimerait gagner.
Alors, passons au troisième point, qui est une notion importante à faire pour pouvoir démontrer des bonnes notions financières à nos enfants. Eh bien, c'est de se payer soi-même d'abord. Qu'est-ce que se payer soi-même d'abord? C'est simple. Prenons un exemple que vous gagnez 1 500 $ à chaque 2 semaines. Le 1 500 $ est net de toutes les retenues salariales que vous avez eues à payer. De ce 1 500 $-là, vous allez avoir à payer, comme je disais tout à l'heure, l'épicerie, le loyer, vos transports, mais vous devriez également vous payer vous-même. Donc, c'est-à-dire, vous allez prendre, mettons, un pourcentage de 10 % de l'argent que vous avez reçu de votre paye. Vous allez la prendre puis vous allez l'envoyer par un virement automatique à chaque paye dans un autre compte. Disons que ce autre compte-là serait un CELI, par exemple. Un CELI qui est un compte d'épargne libre d'impôt. Bien, l'argent va être mis là. Donc, à chaque semaine, à chaque paye, vous mettez de l'argent dans votre CELI qui va générer des intérêts, des dividendes qui vont être à l'abri de l'impôt. Donc, vous allez faire de l'argent qui ne vous coûtera jamais rien en imposition. Alors, c'est ça, se payer soi-même. C'est de prendre notre argent, de l'épargner pour le futur, pour des projets, pour des objectifs qu'on se fixe soi-même. Ensuite, il y a comprendre la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Qu'est-ce que la différence? Eh bien, c'est simple. Prenons, par exemple, les mauvaises dettes. Une mauvaise dette, c'est une dette que vous allez avoir prise qui ne va pas augmenter de valeur. Donc, prenons l'exemple des électroménagers ou de vos meubles. Eh bien, avec le temps, ça ne prend pas aucune valeur. Si vous les vendez, ça va être pour une valeur de revente très, très minime. Donc, ça, c'est une mauvaise dette. Si vous achetez des électroménagers puis des meubles à crédit, vous achetez pour 15 000 $ d'électroménagers et de meubles que vous allez mettre sur votre carte de crédit, bien ça, c'est une mauvaise dette parce que ça ne prend aucune valeur puis en plus, ça vous coûte des intérêts. Bon, on a parlé de la mauvaise dette. Parlons maintenant d'une bonne dette. Une bonne dette, qu'est-ce que c'est? C'est une dépense que vous allez avoir faite pour quelque chose qui peut prendre de la valeur avec le temps. Prenons par exemple une maison. Si vous achetez une maison, ça c'est une bonne dette. Vous allez avoir une hypothèque, mais votre maison va conserver sa valeur avec le temps et même que votre maison risque de prendre de la valeur avec les années. Donc, c'est une bonne dette. Si vous prenez votre argent pour mettre dans un REER, donc un emprunt pour mettre de l'argent dans vos REER que vous remboursez durant l'année, eh bien ça, c'est une bonne dette également parce que vous investissez pour votre retraite et vous la remboursez au fur et à mesure de l'année. Et en plus, les intérêts que vous allez avoir à payer sur cette dette-là vont être déductibles d'impôts parce que vous allez avoir emprunté de l'argent dans le but d'investir. Donc, les intérêts sont déductibles d'impôts. Il faut, dans la bonne dette, il faut également inclure les études. Parce que oui, les études, ça coûte cher. Oui, on peut s'endetter de beaucoup de milliers de dollars pour des études, mais c'est une bonne dette. Parce que les études, ça vous permet de plus tard avoir un meilleur salaire, un meilleur travail, des meilleures conditions d'emploi. Donc, c'est important d'étudier. Et oui, ça génère une dette, mais c'est dans la catégorie des bonnes dettes, des dettes d'études. Alors, passons à la 5e caractéristique pour être un bon modèle de gestion financière pour nos enfants. Eh bien, la 5e caractéristique, c'est se donner un filet de sécurité financière. Qu'est-ce qu'un filet de sécurité financière? En fait, selon les études, on dit qu'il faudrait avoir mis de côté en épargne 6 mois de salaire. Pourquoi avoir 6 mois de salaire? Eh bien, selon les études, ça prend environ 6 mois à une personne qui a un métier pour pouvoir se replacer dans un autre travail s'il a perdu son emploi. Alors, le filet de sécurité, c'est un montant d'argent qu'on met de côté dans l'éventualité qu'il arriverait un imprévu qui peut nous coûter très cher, comme la perte d'un emploi. Alors, voilà.
Alors, passons maintenant à la 6e caractéristique des bonnes habitudes de gestion financière à montrer à nos enfants. La 6e, c'est faire la différence entre un besoin et une envie. Prenons l'exemple d'une voiture. On n'a pas tous besoin d'une voiture, mais les gens qui ont besoin d'une voiture, il faut qu'ils fassent un choix. Est-ce que j'achète une voiture dont j'ai les moyens de me payer? Ou est-ce que j'achète une voiture que je n'ai pas les moyens de me payer, qui vaut très très cher, mais que je vais être très heureux de conduire? Comme par exemple, si j'ai un Honda Civic versus une Ferrari, bien, on peut dire que les gens envient d'avoir une Ferrari, mais on n'a pas tous les moyens d'avoir une Ferrari. Donc, il faut faire la différence entre le besoin et une envie. J'ai envie de la Ferrari, mais ce n'est pas ce que j'ai de besoin. Ce que j'ai de besoin, c'est d'une voiture pour m'apporter à mon travail et aux endroits où je veux aller. Alors, je peux prendre une voiture qui coûte moins cher, mais qui va faire le travail. Passons maintenant à la 7e caractéristique, qui est retarder la gratification et établir des objectifs financiers selon ses valeurs. En fait, c'est un gros terme qui veut simplement dire qu'il faut qu'on comprenne qu'il faut faire des efforts dans la vie pour obtenir ce qu'on veut. Donc, il y a une étude qui a été faite. Cette étude-là était très simple, ils ont pris des enfants, ils leur ont donné une guimauve. Donc, ils ont mis une guimauve sur la table, puis ils ont dit aux enfants, écoutez, si vous attendez quelques minutes, vous allez avoir une deuxième guimauve. Si vous mangez la guimauve immédiatement, vous n'aurez pas de guimauve après quelques minutes. Alors, il y a certains des enfants qui ont mangé la guimauve sans dire « je vais attendre pour la prochaine ». Il y en a même qui ont fermé les yeux pour ne pas voir la guimauve parce qu'ils avaient peur de la manger, mais ils ont quand même attendu, puis ils ont eu leur deuxième guimauve. Bon, ça c'est une petite explication, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, l'étude a continué à suivre ces enfants-là pendant plusieurs années. Puis ils se sont rendus compte que les enfants qui n'avaient pas attendu pour avoir la deuxième guimauve, ces enfants-là, c'était des enfants qui n'avaient pas une bonne estime personnelle. C'était des gens qui étaient égocentriques, des gens qui pensaient, dans le fond, qui n'étaient pas des bons modèles. C'était des gens qui dépensaient pas de bonne manière, donc qui avaient des dettes et tout ça. Les enfants qui ont décidé d'attendre pour la deuxième guimauve, on se rend compte que c'est des gens qui sont plus ouverts sur le monde. C'est des gens qui sont authentiques, des gens en aide, c'est des gens qui sont des bons modèles de gestion financière et qui n'ont pas beaucoup de dettes. En gros, c'est simple, c'est juste qu'il faut apprendre qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. T'sais, si je veux avoir une maison, un bateau, une voiture, un garage, une piscine, je ne peux pas toutes les acheter le même été. OK? Il faut épargner pour pouvoir se payer des projets dans le futur. Donc, on met de l'argent de côté pour payer la maison. Ensuite, quand on a la maison, bien là, on peut mettre de l'argent de côté pour acheter un bateau. Après ça, on peut acheter un garage et ainsi de suite. Donc, le fait d'attendre pour la gratification, c'est simplement qu'il faut épargner pour ensuite pouvoir payer. Puis quand on va payer, je vous garantis que vous allez aimer beaucoup plus l'objet que vous allez avoir acheté que si vous l'aviez tout simplement acheté qu'une carte de crédit sans prendre le temps de désirer puis d'attendre le bien que vous vouliez avoir. Maintenant, passons à la 8e caractéristique qui est suivre ses dépenses. En fait, suivre ses dépenses, c'est simplement qu'il faut que vous preniez, par exemple, vos relevés de carte de crédit. Là, vous prenez vos relevés de carte de crédit, puis là, vous allez prendre un tableur comme Excel ou Word, puis vous allez mettre toutes les dépenses que vous faites pour épicerie, dépenses que vous faites automobile, dépenses que vous faites pour divertissement, et ainsi de suite. Puis là, quand vous allez faire ça, vous allez peut-être vous rendre compte que de la manière que vous dépensez, c'est peut-être pas de la manière que vous voudriez le dépenser. La façon que, quand vous allez avoir fait cette analyse-là,
Ça va vous permettre de comprendre où est-ce que vous dépensez votre argent, puis où est-ce que votre argent va. Puis vous allez pouvoir, comme ça, prendre de meilleures décisions, puis peut-être changer des attitudes que vous avez ou des habitudes que vous avez qui vont vous permettre d'économiser davantage et d'investir pour votre futur. Passons maintenant à la 9e caractéristique des bonnes habitudes à avoir pour être un bon gestionnaire financier envers ses enfants, quand on leur donne des notions de finances. Eh bien, une des choses qui est très difficile lorsqu'on est parent, c'est d'épargner dans le but de payer les études de nos enfants. Parce qu'on sait que plus tard, nos enfants vont probablement aller à des écoles postsecondaires et ça va coûter beaucoup d'argent. Bien, une des choses que vous pouvez faire quand vous avez un enfant, c'est de commencer à épargner dès son plus jeune âge pour ses études. Une façon de le faire, c'est grâce au régime enregistré d'épargne-études. Le REE, c'est un programme que le gouvernement fédéral a mis en place qui fait en sorte que si vous mettez 2 500 $ dans l'année à l'intérieur de votre compte enregistré, le gouvernement va vous donner 20 % de ce 2 500 $ de plus. L'argent que vous mettez, c'est de l'argent que vous avez pris de votre portefeuille, donc cet argent-là, elle est à vous. Mais les intérêts que vous allez faire, les dividendes et tous les placements qui vont augmenter, ainsi que le 20 % du gouvernement, ça va être imposé seulement lorsque l'enfant va ressortir l'argent du REE. Donc, quand il va sortir les dividendes, les intérêts, tout ça, ça va être imposé. Mais puisqu'un enfant n'a pas beaucoup de revenus, bien, l'impôt va être également moindre. Donc, une façon simple et efficace de pourvoir aux études financières de nos enfants, c'est de commencer le plus rapidement possible à investir dans un régime enregistré d'épargne-études. Ensuite de ça, la 10e caractéristique pour être un bon modèle envers ses enfants, c'est faire front commun. Qu'est-ce que faire front commun? En fait, dans un couple, on s'entend que vous êtes 2 personnes. Donc, d'une manière financière, il faut que vous vous unissiez pour avoir les mêmes stratégies. Si, exemple, vous voulez épargner pour votre retraite un montant X, bien, il faut vous dire que vous êtes 2 personnes là-dedans. Donc, il faut que vous ayez la même stratégie d'épargne. Il faut que vous ayez les mêmes stratégies pour les dépenses, les mêmes stratégies pour les notions que vous voulez apprendre à vos enfants. Vous allez vraiment travailler ensemble, à l'unisson, pour pouvoir montrer à votre enfant les bonnes notions financières, mais également pour vous prendre en main ensemble pour être sûr de bien réussir vos habitudes en matière d'argent. Alors, j'aimerais maintenant que vous demandiez aux gens dans la salle si eux ont d'autres caractéristiques qu'ils font à la maison qui démontrent qu'ils sont un bon modèle de gestion financière pour leurs enfants. Donc, si eux autres ils ont d'autres méthodes, bien, qu'ils viennent juste nous le partager pour qu'on puisse, tous dans l'Assemblée, en ressortir gagnant de l'expérience des autres parents qui sont dans la salle. Passons maintenant à la diapositive par rapport à l'établissement d'objectifs. Alors, qu'est-ce que l'établissement d'objectifs? En fait, c'est simple. Il faut mettre sur papier des objectifs financiers que nous avons. Pourquoi les mettre sur papier? En fait, c'est démontrer que les gens qui écrivent sur papier leurs objectifs ont plus de chances de les réussir parce qu'ils font de la visualisation. Ils ont écrit un objectif, ils vont penser à leur objectif, puis quand ils vont faire des dépenses ou quand ils vont faire des actes, ils vont se dire « Ah oui, j'ai l'objectif de telle chose », donc ils vont y penser et ils vont y arriver. Également, ce que vous pouvez faire lorsqu'ils sont sur papier, vous pouvez en parler avec vos amis, vos collègues, pour voir, eux, qu'est-ce qu'ils pensent de votre objectif. Peut-être que votre objectif va pouvoir vous aider à l'optimiser pour que vous soyez meilleur dans la gestion de cet objectif-là. Ensuite, si vous l'écrivez sur papier, c'est plus simple de pouvoir faire un suivi
de l'évolution de votre objectif. Si vous vous dites, moi, mon but à la retraite, c'est d'avoir 1 million de dollars, puis que vous ne l'écrivez pas, que vous n'allez jamais vérifier vos comptes bancaires, que vous ne faites pas d'investissement, et ainsi de suite, comment vous voulez que votre objectif d'avoir 1 million de dollars à la retraite se réalise? OK? Il faut mettre vos objectifs sur papier pour faire un plan qui va vous permettre d'arriver et d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Alors, passons maintenant à l'établissement d'objectifs, le deuxième point, qui est utiliser ces valeurs pour établir des objectifs. Alors, pourquoi on veut utiliser nos valeurs? C'est parce que si on utilise nos valeurs dans nos objectifs, il va être plus captivant et plus motivant à réaliser. Si ça va à l'encontre de nos valeurs, on va y aller de reculons, puis on ne voudra pas arriver à échéance sur notre objectif. Les valeurs d'une personne, qu'est-ce que c'est? C'est une chose pour laquelle on va être prêt à se battre pour. Donc, par exemple, moi, ma valeur, c'est que je pense que tous les gens sont nés égaux. Donc, pour moi, peu importe qui je parle, chaque personne est égaux et ça fonctionne comme ça. Donc, si j'aurais un objectif qui ne correspondrait pas à ma valeur, ça ne marchera pas. Par contre, il faut comprendre que les valeurs de chacun ne sont pas les mêmes pour tous. Si on parlerait tout le monde ici dans la salle, on se rendrait compte que les valeurs d'une personne peuvent être pas une valeur pour une autre et des valeurs peuvent être en commun également. C'est vraiment, là, ça dépend de chaque personne. Il y a un aspect là, qui est personnel. Ensuite, j'aimerais qu'on prenne le temps. Je vais vous passer ici le document qui s'appelle « Confirmation de mes valeurs ». J'aimerais qu'on prenne un petit 5 minutes pour le compléter. Lorsqu'on va avoir fini de le compléter, on va discuter des résultats. Je vais vous remettre également d'autres copies à la fin de la présentation et vous pourrez faire remplir le même document à vos enfants, à votre conjointe ou conjoint. Et comme ça, vous pourrez voir les valeurs qui sont communes à votre famille et vous pourrez les afficher bien en vue pour pouvoir voir qu'est-ce qui sont vos valeurs, pour pouvoir faire front commun et de marcher vraiment vers les objectifs tous ensemble dans la famille. Alors, passons maintenant à la diapositive qui est établir des objectifs SMART, comme je vous parlais en début de cet atelier. Un objectif SMART, qu'est-ce que c'est? C'est un objectif qui va être spécifique, qui va être mesurable, qui va être atteignable, qui va être réaliste et qui va être temporel. Prenons l'exemple, mettons, de moi. J'aimerais ça aller en Australie l'année prochaine. Bien, ça, c'est un objectif qui est spécifique. Je veux aller en Australie l'année prochaine. Est-ce que maintenant, je veux avoir un budget de 5 000 $ pour aller en voyage l'année prochaine? Donc, le 5 000 $ fait en sorte que mon objectif devient mesurable. Donc, l'objectif est spécifique, l'objectif est mesurable. Maintenant, pour qu'il soit atteignable, je vais regarder sur Internet pour trouver des hôtels à bas prix et je vais également regarder pour pouvoir voir les restaurants qui pourraient coûter moins cher dans le pays, les endroits où aller, et ainsi de suite, pour pouvoir bien planifier mon voyage. Donc, ça devient quelque chose qui est atteignable, parce que là, je regarde en fonction de mes besoins à payer un hôtel à bas prix. Alors, passons maintenant au réaliste. Qu'est-ce qu'un objectif qui est réaliste? Eh bien, je voyagerai durant la basse saison l'année prochaine et je vais mettre de côté 400 $ par mois jusqu'à l'année prochaine. Donc là, ça devient un objectif qui est réaliste parce que je vais voyager en basse saison et j'ai trouvé le moyen de mettre de l'argent de côté. Ensuite, c'est temporel. Qu'est-ce qu'un objectif qui est temporel? Eh bien, j'aimerais aller en Australie en mai l'année prochaine. Donc, l'objectif est temporel. Alors, si on met tout ça en commun, j'aimerais aller en voyage l'année prochaine en Australie. J'aurai besoin de 5 000 $.
je vais voyager en basse saison et économiser 400 $ par mois. Et je vais regarder pour trouver des hôtels à bas prix et les endroits et les activités qu'on peut faire à bas prix pour pouvoir voyager selon mes moyens. Alors là, on aurait un objectif qui est SMART au complet. Donc, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. J'aimerais qu'on remplisse tout ensemble ici. Je vais vous donner le tableau de définition des objectifs. Ce tableau-là va vous permettre justement de faire des objectifs qui sont SMART et qui vont vous aider lorsque vous allez établir des objectifs. Alors, les principaux points à retenir de cet atelier, c'est qu'il faut donner l'exemple en matière de bonne gestion financière à nos enfants. Ensuite, il ne faut pas que le sujet d'argent soit un tabou. Dans la famille, il faudrait que vous soyez capable de discuter avec vos enfants de ce qui est financier. Commencez tôt pour faire des bases solides. C'est-à-dire, si vous êtes capable de parler de gestion financière à votre enfant à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à ce qu'il soit rendu adulte, c'est la bonne façon de faire. Si vous apprenez à votre enfant tôt à être un bon gestionnaire financier, il a de très bonnes chances de l'être également rendu à l'âge adulte. Il faut adopter les 10 bonnes habitudes de gestion financière que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Vous pouvez également vous rappeler des commentaires que les gens ont passés également sur les caractéristiques qu'eux utilisaient dans leur famille. Il faut savoir que chaque famille est différente, donc il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est celle qui va fonctionner avec votre famille puis avec vos enfants. Il faut juste que vous discutiez de ce qui est l'aspect financier avec eux, puis que vous n'ayez pas peur d'en parler. Alors, on va revoir ensemble les outils qu'on a utilisés aujourd'hui. Donc, les feuilles de travail qu'on a eues aujourd'hui ensemble, on avait le tableau de définition des objectifs qui venait nous aider à définir des bons objectifs qui sont SMART. On avait la confirmation de mes valeurs qui vous permettait de pouvoir voir les valeurs qui sont les plus importantes pour vous. Mais également, je vais vous remettre des feuilles pour que vous regardiez également avec vos enfants et votre conjointe quelles sont leurs valeurs pour que vous puissiez faire front commun ensemble pour les objectifs que vous allez avoir. Et en dernier lieu, on avait eu l'évaluation de mon comportement qui vous permet de voir en termes de gestion financière où vous en êtes et qui va vous permettre également de peut-être modifier certains de vos comportements. Alors, ces 3 outils qui sont très efficaces que je vais vous laisser et vous remettre d'autres copies que vous pourrez faire à la maison avec votre famille pour pouvoir vous aider à établir des bons objectifs et surtout à être des bons modèles de gestion financière pour vos enfants et votre famille. Alors, il y a certaines ressources qui peuvent être intéressantes pour vous. En fait, il y a le guide à l'intention des parents qui s'appelle « Apprendre la gestion financière à nos enfants ». C'est un guide qu'on a utilisé lors du montage de cette présentation qui pourrait vous être utile. Également, le programme de littératie financière de CPA Canada, qui est le programme auquel je suis jumelé et que je suis en train de partager l'information aujourd'hui avec vous. Il y a plein d'autres formations qui sont intéressantes et qui peuvent vous aider à être des bons gestionnaires financiers et à être des bons modèles pour vos enfants. Alors, vous pouvez juste venir me voir pour qu'on puisse regarder les autres ateliers qui pourraient être intéressants avec vous. Il y a des modules de CPA Canada qui est intitulé « Comment faire l'éducation financière des enfants ». Ça, c'est un autre volet que je vous parlais tout à l'heure. Donc, ce volet-là ressemble à ce qu'on vient de voir aujourd'hui et c'est un atelier qui pourrait être très intéressant comme contenu pour vous aider à être un bon modèle pour vos enfants. On a également le Bureau du surintendant des faillites du Canada qui peut vous aider justement. Vous allez pouvoir voir des façons de justement d'éviter de vous endetter, des statistiques qui vont vous permettre de comprendre
c'est quoi l'endettement, c'est quoi l'investissement, c'est quoi ci et ça. Si vous avez des questions, c'est la bonne place à regarder. Ensuite de ça, il y a un outil qui s'appelle Faites que ça compte, de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, qui vient également vous aider par rapport à l'investissement et à l'endettement. Alors, passons maintenant à la période de questions. Alors, s'il y a des gens ici que je n'ai pas répondu à l'une de vos questions ou si vous aviez un commentaire à passer, c'est le bon moment pour le faire. Alors, je vous écoute. Je vous remercie beaucoup d'être venu à l'atelier aujourd'hui. C'était très intéressant de participer avec vous et d'entendre vos commentaires. J'espère que vous avez tous appris des choses intéressantes qui vont vous permettre de devenir une personne meilleure en termes de gestion financière. Et j'espère que vous allez réussir à inculquer des bonnes bases de gestion à vos enfants pour que plus tard, ils soient des bons gestionnaires financiers et que vous n'ayez pas à subir les contre-coups d'une mauvaise gestion financière de vos enfants lorsque vous serez rendu à la retraite. Alors, merci beaucoup.